Michel Salov-Coste, assez rare chez nous, a accepté de donner une conférence grâce au conseil de son ami Denis Storr, qui est là, que je remercie vraiment devant tout le monde de cette mise en communication. Michel est maître de prospective. Qu'est-ce que c'est? Il va nous en parler dans un petit moment. Il est enseignant, chercheur, écrivain. J'imagine que vous l'avez évidemment googlisé. Et c'est une des raisons, sans doute, pour lesquelles vous êtes là. Il est passionnant, on se réjouit de lui donner la parole. Ça sera enregistré. C'est pour ça que vous me voyez avec une petite chose toute poilue, que je vais lui passer. On m'a dit qu'il ne parlait que si on l'applaudit. Innovation pour Michel Salov-Coste. C'est une très belle décoration, ça. C'est au poil. Alors, bonjour à tous. Je mets la queue d'un animal. Donc, bonjour à tous. Je suis vraiment très heureux d'être parmi vous et merci de venir. Et je suis toujours très heureux de revenir en Suisse. C'est un pays que j'aime beaucoup. Et effectivement, la dernière fois que j'avais fait une présentation en Suisse, c'était devant la télévision suisse sur le futur de la télévision. C'était déjà il y a une quinzaine d'années. Donc je suis vraiment très heureux de revenir en Suisse et merci de votre invitation. Merci à Denis Storr d'avoir organisé aussi cela avec vous et d'avoir eu cette idée. Bonjour à tous. Alors je vais vous parler d'un sujet absolument passionnant qui a animé toute ma vie. Alors depuis l'âge de 7 ans, je suis passionné par ce sujet. Je n'endors plus, je lis des livres toute la nuit, ce sujet, etc. C'est le futur. Alors effectivement, très jeune, j'ai lu par exemple les livres de Jules Verne. Et puis après, il s'est trouvé qu'à la sortie de mes études, j'ai trouvé un centre qui venait d'être créé par le président de la France. C'était le Centre de prospective et d'évaluation. Et le président de la France de l'époque, dont je ne citerai pas le nom, mais vous devinerez par le côté grandiose du projet, eh bien, il a rassemblé des chercheurs, moi-même j'étais un des plus jeunes, pour réfléchir, enfin essayer de projeter à quoi pourrait ressembler le siècle futur. On était en 85, vous voyez, et on se met dans ce travail gigantesque en interviewant 700 personnes dans le monde entier, en faisant venir les plus grands dirigeants français, bien sûr en premier, mais aussi des dirigeants venus du monde entier, qui participent à cet effort pour raconter le siècle futur. Alors évidemment, ce qui est encore plus passionnant, c'est que 30 ans après, je suis encore vivant, c'est une chance, et aussi quelques-uns des personnes qui étaient beaucoup plus âgées que moi, qui faisaient ce travail, qui dirigeaient ce travail, sont encore là. Et donc on est en train de revisiter tout ce travail. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, c'est ce qui m'a valu le fait d'être nommé sur l'ordinateur. Sur l'ordinateur. Sur l'ordinateur. Appuie au fond. Je vais le faire sur le... Ah bah voilà, c'est au départ. Alors ça m'a valu d'être nommé directeur de la prospective de la plus grande université privée d'Europe. Et effectivement, aujourd'hui, je sillonne la planète pour, d'une part, présenter nos travaux de recherche, mais aussi pour collecter des informations nouvelles, parce que la prospective, ça se nourrit en croisant une multitude de sources, et aussi en voyageant beaucoup, en percevant aussi, selon la culture et les endroits où on est, comment les États, les populations se projettent dans le futur. Alors,
Alors, on va essayer de tenir en une demi-heure. Alors, pour moi, c'est extrêmement difficile, puisque j'ai l'habitude de faire des conférences qui durent environ 10 jours. Là, en plus, 10 jours, c'est très court pour raconter toute l'histoire de l'humanité et le futur de l'humanité et ces 10 000 prochaines années. Bon, donc là, je vais faire un gros effort pour synthétiser en une demi-heure, parce que aussi, c'est les échanges avec vous qui m'intéressent énormément. Et puis, alors, ceux qui veulent continuer, l'avantage, c'est qu'il y a un livre qui vient de sortir, Écosystème innovant, où effectivement, je raconte mes aventures un peu partout dans le monde, et comment le monde anticipe le futur aujourd'hui. Alors ça, c'est l'Université catholique de Lille. Donc, comme je l'ai dit, c'est la plus grande université privée d'Europe. C'est un énorme avantage parce qu'on a la liberté, non pas les universités publiques. Et effectivement, on est en pleine transformation parce qu'on était une petite université locale. Et du fait qu'on est dans un lieu géostratégique très intéressant, à 1 heure de Paris, à 2 heures de Londres et 1 heure de Bruxelles, on est en train de devenir une des plus grandes universités au monde. Alors évidemment, mais ça c'est par modestie, c'est aussi parce qu'on n'est tout de même pas trop mauvais, mais c'est vrai aussi que le positionnement géostratégique est sans doute un atout majeur qui va nous permettre de continuer à grandir. Et donc, non seulement on se pose la question du futur du monde, mais aussi tout simplement, alors beaucoup plus modestement, du futur de notre université. Et par exemple, là, ces derniers jours, on était en plein débat avec tous les dirigeants de l'université sur 2030, à quoi va ressembler notre université, surtout dans ce passage. Et d'ailleurs, j'ai rencontré le directeur de la stratégie de la prospective de l'Université de Genève. Ça m'intéressait beaucoup de comparer. Mais la grande question, c'est effectivement comment on passe d'une petite université locale à une grande université internationale. Et c'est vraiment une mutation très très profonde de toute notre identité. Donc c'est un cas très très intéressant, sans compter le fait que les universités elles-mêmes, et vous le comprendrez à mesure que je vous présenterai un peu le tableau du monde actuel, évidemment le monde des universités est en plein bouleversement, parce que le monde est lui-même en plein bouleversement. Alors, est-ce qu'on peut prévoir le futur et comment on l'a fait? Alors, il faut savoir que de tout temps, l'humanité s'est préoccupée du futur. Et même, il y a une grande étude qui avait été faite par une revue que tout le monde connaît, et surtout les dirigeants d'entreprise, qui s'appelle Harvard Business Review, et ils avaient montré très bien que le succès et la grandeur des projets, une fois qu'on vous l'a dit, ça devient simplement logique, dépend de la capacité du dirigeant à voir loin dans le temps et à penser l'espace large. Et c'est vrai que la plupart, vous le savez très bien, des dirigeants, moi-même qui ai travaillé toute ma vie avec des dirigeants, on est pris, et moi-même en tant que dirigeant, on est pris par le court terme, on est pris par des questions locales, et du coup on perd cette vision plus large. Or, le même journal montre que 90% des faillites viennent du fait que le dirigeant est confronté à quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Alors pourquoi il ne l'avait pas prévu? Parce qu'il ne s'était pas projeté dans le futur et parce qu'il n'a pas un horizon large des enjeux. Donc en fait, tout ce que je vais vous dire, on va prendre de la hauteur. Vous allez peut-être me dire, mais ça n'a rien à voir avec mon entreprise, la vente de mes escargots en Chine, ou l'achat de mes escargots en Chine, puisque c'est plutôt dans ce sens-là. Mais vous verrez qu'en fait, vous pouvez tirer parti de cet élargissement de votre horizon et que c'est un facteur clé du succès de votre entreprise. Alors, d'abord, quand on se projette dans le futur, est-ce qu'on l'a fait dans le passé et avec quelle efficacité? Alors, encore une fois, de tout temps, l'humanité s'est intéressée au futur, au passé aussi d'ailleurs. Alors, on l'a fait de tas de manières différentes. On a des livres. César raconte comment, avant la guerre des Gaules, il tue un oiseau, un poulet, et après il lit dans le foie du poulet le futur de la guerre, qu'est-ce qui va se passer. Donc il y a eu des tas de tentatives comme ça, et puis il y avait la pitié que tout le monde venait voir, etc. Donc il y a eu plein de manières de faire. Mais, si vous voulez, l'approche plus scientifique du futur, elle s'est créée après la guerre, notamment dans deux endroits qui étaient extrêmement
concernés par le futur à ce moment-là, après la guerre, c'est les États-Unis qui étaient en train de repenser l'ensemble du monde et qui avaient besoin notamment pour le plan Marshall, d'avoir une meilleure vision, une meilleure visibilité, et la France, qui était elle-même en pleine reconstruction, d'ailleurs avec l'aide des Américains. Et ça a donné un bureau qui s'appelle Futurip, qui existe toujours, c'est la 3e génération. Je vous invite vraiment, si vous vous intéressez au futur, à lire leurs travaux, c'est très intéressant. Et vous avez, par ailleurs, aux États-Unis, un think tank qui est en fait l'antichambre de la Maison-Blanche. En fait, la plupart des conseillers de la Maison-Blanche vont et viennent avec ce think tank. C'est le plus grand think tank de la planète. C'est plus de 2000 PhD, analystes, qui sont rassemblés à Santa Monica et à Washington. Et j'ai travaillé 5 ans avec eux. Mon boss, c'était le futur directeur de l'ensemble des services secrets américains. Et ils font de l'analyse pour les présidents, pour le gouvernement américain, pour les grandes sociétés américaines. Et d'une certaine manière, la politique américaine, par exemple, Internet, ça a été inventé par la Rand Corporation, mais plein d'autres choses, etc. Et donc, comme c'est des projets sur des cycles très très longs, un tank, ça met 10 ans à être élaboré, après 10 ans à être construit, après c'est utilisé 30 ans après, on a besoin d'une vision le plus précis possible du futur, parce que si entre-temps la nature même de la guerre a changé, par exemple, et s'il n'y a plus besoin de tanks 30 ans après, ce qui d'ailleurs est arrivé, parce qu'on a fait un programme de tanks extraordinaire en France qui a servi absolument à rien, parce qu'entre-temps les modalités même de la guerre avaient complètement changé. Si on n'a pas une bonne vision du futur, on fait des énormes erreurs qui coûtent des milliards, voire des dizaines de milliards, voire des centaines de milliards. Donc tout ce travail sur le futur est extrêmement important pour éviter des erreurs majeures. Alors ça, c'est encore plus d'actualité maintenant. Pourquoi? Parce que vous voyez, ça c'est alors ça c'est très intéressant, ce graphique, il date, c'est un graphique historique, peut-être certains d'entre vous, est-ce que certains d'entre vous l'ont déjà vu, ce graphique? Alors ça c'est vraiment un fossile, c'est 1970. 1970, les premiers ordinateurs, il fallait être très très riche pour avoir un ordinateur. La première université de la planète, comme vous savez, la meilleure université au monde, le MIT, a les premiers ordinateurs, et il rassemble les meilleurs cerveaux de la planète pour faire un travail de modélisation de la planète tout entière. Et vous avez les courbes qui sortent avec un ordinateur très primitif de l'époque. Et vous voyez, donc 1970 c'est ça, et là c'est ce qui s'est passé réellement. Et effectivement, quand vous arrivez à 2020, vous vous apercevez que là ça commence à avoir un certain nombre de problèmes. Donc, il y a 50 ans, la prospective arrive déjà à prédire, avec des ordinateurs très basiques, la situation actuelle. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, on sait énormément de choses sur le futur. Beaucoup plus. Alors évidemment, c'est réservé. Ce livre, il a fait le tour, c'était Halte à la croissance, c'est un livre qui a fait le tour de la planète, c'est des travaux de Meadows. Et quand il y a des débats aujourd'hui si il faut prendre telle ou telle décision, et quand j'arrive au ministère de la Recherche dans les années 85, c'est déjà 15 ans après ça, on a déjà calculé à l'époque le réchauffement climatique, qui est exactement celui qu'on a calculé à l'époque. Donc c'est pour vous dire que beaucoup de débats publics sont complètement fictifs et que beaucoup de choses sont extrêmement bien détaillées et sues par les dirigeants. Et c'est pour ça que cette conférence est très importante, enfin c'est pour ça que je suis très motivé de la faire. C'est parce que, effectivement, les médias ont des biais qui font qu'ils ne vont pas dire certaines choses. Les politiques ont d'autres biais qui ne vont pas dire certaines choses. Et en fait, ce que je peux vous dire aujourd'hui, je ne pourrais pas le dire devant une télévision à grande audience parce que, effectivement, il y a une responsabilité en tant que décideur par rapport à des publics larges qui font qu'on est obligé à une réserve. Donc ce que je vais vous dire, c'est un peu dans la confidentialité de cette réunion. Et ça va être assez différent de tout ce que vous entendez, ne soyez pas étonnés, parce que effectivement, pour des tas de raisons que vous allez comprendre,
comprendre au fur et à mesure. On ne peut pas dire, soit parce qu'on a un biais déterminé, soit pour des raisons de responsabilité, et absolument tout ce qu'on sait. Alors, maintenant, je vais vous montrer, donc c'est très intéressant, parce que ce graphique montre que, au fond, on sait très très bien ce qui est en train de se passer maintenant. C'est très très documenté, et c'est documenté depuis 50 ans. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des erreurs. Hein. Pareil, enfin, sur site, heureusement, l'erreur est humaine, et heureusement qu'il y a des erreurs, parce qu'effectivement, si on regarde, il faut bien espérer qu'il y ait une erreur quelque part, parce que si on regarde ce graphisme, c'est pas très rose pour le futur. Alors, toute la question, c'est comment on sort de ce graphisme, on crée quelque chose qui va disrupter ça et permettre qu'on s'en sorte par le haut plutôt que par l'effondrement. Alors, à partir de là, vous voyez, là, travaillant depuis 30 ans là-dedans, bon, ben, j'ai rencontré les plus grands centres de prospective de la planète, etc. Alors, j'ai rassemblé tous les scénarios possibles pour avoir une vision universelle de cette question. Et alors, en ce moment-là, on arrive très clairement à 4 grands types de scénarios, dont vous avez tous entendu parler. Ils sont dans la tête de tout le monde aujourd'hui, ils font la une des journaux, etc. Simplement, c'est affectif, c'est du café du commerce, c'est pas documenté. Or, tous ces scénarios sont extrêmement documentés. Et il y a 3 grands scénarios. Le premier, qui défrait la chronique en France, qu'on connaissait depuis très longtemps, qui était l'essence même du livre Halte à la croissance, c'était l'effondrement. Bon, il y a une possibilité d'effondrement complet de notre civilisation. Il y a même une possibilité de disparition de l'espèce humaine. Bon, ça, c'est des choses qu'il ne faut mieux pas raconter dans les médias, parce que ça ne sert à rien de paniquer tout le monde. Mais il y a un vrai risque existentiel de l'espèce humaine aujourd'hui. Après, il y a un autre scénario, il y a plein de scénarios qui on voit, qui est le forcing de la croissance. Le forcing de la croissance, c'est-à-dire qu'on continue comme avant. Et le forcing de la croissance, pour des tas de raisons qu'on pourrait très bien expliquer, c'est le scénario politique de tout le monde. Pourquoi? Parce que la croissance permet la richesse et permet de donner à la population sa demande de sécurité dans tous les domaines, de la retraite, de sécurité du fait que le monde ne va pas trop changer, de sécurité dans le sens où l'ensemble des équilibres géopolitiques et tout ça se perpétue. Et puis, il y a des scénarios dont on parle beaucoup moins, et c'est tout mon sujet, et c'est une grande partie de mon énergie qui passe à ça, c'est d'essayer, avec les hommes de bonne volonté sur l'ensemble de la planète, de construire des scénarios, disons, proactifs, de synergie positive, pour répondre aux grands enjeux planétaires. Le grand problème de ces 2 scénarios qui dominent beaucoup le monde actuellement, l'effondrement, c'est que l'effondrement, les gens essaient de vendre une sorte d'effondrement heureux, comme si la décroissance pouvait être mesurée, etc. Alors quand vous êtes un économiste, vous savez très bien que c'est la pyramide de la dette qui s'effondre. Et de toute façon, on ne reviendra pas à la chandelle parce qu'on est 7 milliards et que quand on était à la chandelle ou quand on était l'homme préhistorique, il était quelques millions. Vous voyez, c'est pas la même situation que 7 milliards d'êtres humains. Donc ce scénario-là, il n'est pas envisageable, sauf d'une manière radicale, c'est la disparition de l'espèce humaine. Et celui-là, il mène automatiquement à celui-là. Simplement, on rentre dans le mur encore plus vite. Plus on accélère la croissance, plus on développe les choses, plus on va rentrer dans le mur rapidement. Donc, si vous voulez, le seul scénario envisageable, c'est celui dont personne ne vous parle, parce qu'il dérange tout le monde. Il dérange les grands puissants de ce monde qui ont construit leur pouvoir sur le monde d'avant, notamment sur le pétrole. Il dérange les politiques, parce que les politiques savent très bien que ce n'est pas vendable à la population qui, elle, ne veut pas envisager ce genre de choses, parce que c'est trop bouleversant pour eux, donc ils n'en parlent jamais. Donc les politiques, ils sont forcés eux-mêmes dans cette logique-là, alors avec plus ou moins de puissance. Bon, vous avez des politiques comme Trump qui nie même le réchauffement climatique, vous voyez.
Alors que le réchauffement climatique, c'est que l'arbre qui cache la forêt. En fait, la problématique est beaucoup plus large que ça. Et les vraies solutions, elles sont là. Mais ces vraies solutions, elles impliquent de la proactivité, c'est-à-dire qu'on se réveille, qu'on ne dénie pas les problèmes, qu'on les voit en face. Et effectivement, on a une chance extraordinaire, c'est qu'on est en pleine ébullition des connaissances. Les connaissances sur cette planète doublent chaque année. Donc, en fait, on a tout le potentiel pour trouver des solutions. Mais simplement, ça ne va pas être des solutions d'avant. Et ça remet en cause, ça rebat toutes les cartes de la planète. Ça rebat les cartes géostratégiques, ça rebat les plaques des grands secteurs sur lesquels sont construites les fortunes de ce monde, etc. Alors, quand on regarde ça, et moi-même d'ailleurs, ayant passé ma vie à analyser des données et tout ça, je peux vous dire qu'il y a eu des moments où vraiment je n'en dormais plus. Parce que je me suis dit, bon ben voilà, ça y est, le jeu est plié. Parce qu'il y a tellement peu de gens qui travaillent sur ce carré-là, et on voit tellement le jeu se jouer là, qu'on se dit, ben ça y est, c'est plié. Et c'est vrai que d'ici 10 ans, ça sera plié. Enfin là, on a vraiment, on a tiré la ficelle jusqu'au bout, quoi. On est vraiment très très borderline. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on peut imaginer une percée par le haut? Eh bien, c'est qu'en fait, quand on étudie l'évolution de la biosphère, de la planète, il y a eu des grands effondrements. On est le 7e grand effondrement biologique. Il y a eu déjà 7 effondrements biologiques, dont un des plus connus, c'est l'effondrement des dinosaures, où 90% des espèces de l'époque ont disparu. Donc il y a eu déjà des effondrements majeurs qui n'étaient pas liés. Alors là, en l'occurrence, il est beaucoup plus rapide que jamais, et surtout, il est produit par nous-mêmes. Donc c'est un peu particulier. Mais si vous voulez, on a, tout au long de l'évolution de la complexification du monde, eu des couches de complexité, et les transitions d'un niveau de complexité à l'autre ont toujours été problématiques. Et en fait, il y a toujours, et on pourrait même dire que les deux scénarios, c'est-à-dire qu'on voit très bien que dans le futur, de toute façon, il va y avoir plein de choses qui vont s'effondrer. C'est pour ça qu'il ne faut pas le scénario, il va y avoir les 3 scénarios en même temps. C'est-à-dire, il va y avoir des tas de choses qui vont s'effondrer, il va y avoir des gens qui vont vouloir continuer à tout prix sur le passé et qui vont forcer les choses, et on les voit vraiment se définir, et notamment, par exemple, toute la problématique de Poutine, c'est qu'il est dans l'ancien monde. C'est-à-dire qu'il est vraiment... Le problème, c'est pas... je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos où il argumente sur la raison pour laquelle l'Ukraine et tout ça, mais le problème, c'est que sa conception du monde est une conception irréaliste. Tout le monde s'en fiche. Enfin, je veux dire, c'est l'espèce humaine qui va disparaître, là. Qu'est-ce qu'il veut faire construire le grand empire russe? Enfin, je veux dire, c'est complètement délirant. C'est comme Trump quand il dit American First. Bon, déjà, d'une part, American First, ça a toujours été American First. Enfin, il faut vraiment être complètement idiot pour croire que toute l'histoire de l'Amérique, c'est American First. Ben oui. Et simplement, les Américains ont dépensé des milliards pour faire croire à tout le monde qu'ils étaient au service du monde. Et puis vous avez quelqu'un qui vient disrupter et détruire des milliards de dépenses de soft power en un discours. Il dit la vérité, mais il détruit l'influence américaine d'un seul coup. Donc, si vous voulez, à chaque fois que vous avez eu des grandes transformations de ce type, il y a eu des effondrements, et il y en aura. Surtout que là, on a beaucoup tardé, il aurait fallu prendre le virage. Si on avait voulu que le virage se fasse tranquillement, il fallait commencer dès les années 70, dès qu'on avait l'information. Vous voyez bien qu'à l'époque, on aurait pu le faire. Là, ça va être un virage brusque, et ça va être difficile. Donc là, il me reste combien? 15 minutes, c'est ça? Ou 10 minutes? 3. Ou plus d'une minute? Qu'est-ce qu'il vous faut comme temps? Bah, peut-être 10 minutes. Très bien. Alors, donc, je vais faire. Alors là, c'est là où ça devient très. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'effectivement, l'évolution humaine, c'est comme ce qui arrive maintenant, c'est que ça s'accélère vers la fin. Je vais vous le montrer. La question qu'on peut se poser tout de suite et que je me suis posée au ministère de la Recherche, ce qui a été vraiment la base de toutes mes recherches,
C'est de dire, bon, bah, si on est dans un moment comme ça de transition extraordinaire, est-ce qu'il y en a eu d'autres dans l'histoire humaine? Est-ce que c'est nouveau, etc. Et donc, ça c'est très souvent, quand on veut faire de la prospective, on est obligé de réfléchir à l'histoire. Et là, vous voyez les 4 grandes ères qui sont maintenant bien documentées, connues par tout le monde. C'est-à-dire l'ère industrielle, la chasse-cueillette d'abord, qui dure 1 million d'années, après l'ère agraire et l'ère industrielle. Et effectivement, pour bien comprendre ce qui va se passer dans les années qui viennent, et qu'est-ce qui est en train de se jouer maintenant, il faut le penser dans un changement de civilisation, un peu du type du passage de l'ère agraire à l'ère industrielle. Et effectivement, qu'est-ce que nous apprend les grandes transitions précédentes? C'est qu'effectivement, par exemple, les technologies ont complètement été transformées. Mais aussi le pouvoir, la manière de se relier au pouvoir, mais aussi les échanges, mais aussi la manière de penser. La manière de penser n'était pas du tout la même au Moyen-Âge qu'aujourd'hui. C'était ce qu'on appelle l'épistémologie, c'est-à-dire la manière de construire la connaissance était très très différente. La communication, les organisations, alors ça c'est très intéressant en chef d'entreprise, parce que est-ce que votre organisation elle est de notre époque ou est-ce qu'elle est encore d'un type ancien? Et même, alors c'est ça qui est le plus intéressant, et là on reboucle les choses, c'est la colonne la plus intéressante, le temps lui-même, la manière de concevoir l'histoire a changé à chaque fois. C'est pas la même histoire qu'on se raconte, c'est pas la même manière de raconter l'histoire humaine. Et effectivement, on est dans une mutation qui implique bien sûr le changement de toutes nos infrastructures, le passage d'une civilisation basée sur le pétrole à une civilisation basée sur une nouvelle énergie. Et effectivement, quand on parle de la civilisation du phoque, par exemple, c'est parce que chez les Esquimaux, le phoque fait tout. C'est la peau, c'est le récipient, c'est l'huile, etc. Nous, on a fait tout autour du pétrole. Donc effectivement, on est la civilisation du pétrole, il va falloir inventer une nouvelle civilisation. Mais cette nouvelle civilisation, elle va être aussi basée, à chaque fois qu'il y a eu une grande mutation, c'est la manière de penser les valeurs humaines qui ont été complètement transformées. Et par exemple, pour ceux qui ont des enfants et tout ça, on voit, alors c'est très intéressant pour moi d'être dans l'université parce que je vois des générations qui arrivent, effectivement on voit bien des valeurs, des manières de considérer le monde complètement différentes, et ça évolue de plus en plus vite. Alors là, c'est par exemple une tentative de modélisation des systèmes de valeurs, et on voit effectivement apparaître, alors là j'ai pas le temps, mais l'idée c'est qu'effectivement on a toute une nouvelle approche du monde qui est en train de se dessiner et qui touche nos jeunes. Et alors, par exemple, c'est très intéressant, vous, en tant que parents, de bien comprendre ces systèmes de valeurs, parce que les jeunes les activent naturellement, comme nous, on avait activé les systèmes de valeurs précédents, etc. Ça amène une transformation incroyable des organisations, avec une complexité croissante que tout le monde partage, avec un élargissement complet de la gouvernance des entreprises, et une modification de la culture, de management, des structures, des systèmes. Donc ça, c'est ce qu'on a utilisé comme grille de lecture pour faire la stratégie de la plupart des grandes sociétés françaises. Je travaille avec la moitié des entreprises, des plus grandes entreprises françaises. Et donc, on a beaucoup travaillé sur, par exemple, quand je suis arrivé dans une entreprise essentielle à la France, EDF, ils étaient encore là, et je leur parle de ça, et ils me disent « Ah ben ce matin, on nous a expliqué qu'il fallait qu'on passe en matriciel, et puis 2 heures après, vous nous dites qu'il faut qu'on passe dans ces formats-là, alors c'est un peu rapide pour nous. » Et alors peut-être ça, c'est la fiche où on atterrit sur Terre, vous voyez, c'est des conseils opérationnels. Je vous invite à, dès que vous retournez dans votre entreprise, vous pouvez le mettre en œuvre. Je m'arrêterai là-dessus. Alors, il y a tout de même une centaine de slides qu'on ne verra pas ce soir, mais vous les avez, donc vous pouvez les... Je les mettrai sur le voilà, site. vous pouvez les... Mais ça, c'est une slide où, en fait, on résume comment on fait. Comment on fait dans ce nouveau monde. Il faut collaborer, parce que l'intelligence, ça demande tellement d'intelligence qu'une personne toute seule ne peut plus du tout concentrer toute l'information. Il faut croiser l'information. Donc, la question des équipes et de la gouvernance est essentielle. Les gens qui font tout seuls, c'est pratiquement impossible. Et c'est même aujourd'hui la cause de multitude de burn-out. Enfin, les burn-out explosent, c'est lié à ça. Parce que si vous essayez, dans un monde
où l'information double tous les 6 mois. Si vous êtes tout seul, vous pétez les plombs très vite. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir des stratégies blue ocean, c'est-à-dire être capable de créer une singularité majeure et après augmenter la qualité. Là aussi, Harvard Business avait fait une grosse étude sur les clés, et les 3 mots clés, c'était qualité, qualité, qualité. D'ailleurs, vous avez une petite entreprise, on pourrait dire que la Suisse a très bien compris ça, et notamment Rolex. Qualité, 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 bon. Et là, vous avez les 3 mots-clés de la Suisse et de Rolex en particulier, et ça marche très très bien, et ça marche partout dans le monde. Mais cette qualité, il faut la construire sur une singularité, parce que si c'est qualité, qualité, que vous ressemblez à n'importe qui, même avec la qualité, vous allez avoir des gens qui vont faire un peu la même chose que vous, un peu moins cher ou même beaucoup moins cher, et là, vous êtes... Donc il faut être capable de construire des singularités, et surtout, il y a une corrélation totale entre, et c'est pour ça que cette conférence est très importante pour vous, entre la capacité à se projeter dans le futur, les gens qui regardent dans le rétroviseur, bon ben là ils n'ont pas beaucoup de chance parce que comme le monde va évoluer à toute vitesse, c'est comme si vous arriviez dans un virage sans regarder devant vous, en regardant le rétroviseur, ben vous avez toutes les chances de vous planter pour être trivial, et c'est tout l'enjeu. Voilà, donc là vous avez vraiment des clés opérationnelles. Et effectivement, ben, je suis allé à la recherche, à la documentation de les meilleurs écosystèmes innovants de la planète. Donc dans ce livre, je raconte comment je suis allé dans les meilleurs endroits qui concentrent le plus l'innovation de la planète, qui sont en train d'inventer ce nouveau monde. Et je documente comment ils s'y prennent, comment opérationnellement ça fonctionne. Et aussi, ça vous donne les clés de ces écosystèmes, sachant que, et ça je finirai là-dessus, mais ça c'est aussi une clé essentielle, et c'est très intéressant pour chaque